Aujourd'hui, c'est une émission politique qui vous attend. On va revenir sur l'actualité. Nous n'allons pas parler de la guerre entre Israël et le Hamas, puisqu'elle fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui dans l'actualité. Et nous avons justement pris ce parti pris de ne pas en parler. On y consacrera quand même une vidéo pour revenir sur ce conflit, prendre de la hauteur, regarder quels facteurs historiques, mais aussi religieux, géopolitiques pourraient expliquer ce conflit. On va essayer vraiment d'attendre un peu que les choses se calment pour les analyser un petit peu plus froidement. Voilà. Donc on a pris le parti de ne pas parler de l'Israël ce soir. Donc on a pris, bien sûr, il y a d'autres sujets qui forment l'actualité et ils ne sont pas trop traités dans les médias en ce moment. Et donc c'est intéressant justement d'en parler ce soir. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le générique et puis bien sûr les chroniques qui vont suivre. Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, on est dans une logique communiste parce que Tristan me partage ses fiches parce que j'ai pas bossé, je suis désolé. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais parler de la ZAD contre la construction de l'autoroute A69 autour de Toulouse et Castres. C'est une autoroute qui se voulait de permettre de rejoindre Toulouse à Castres en un temps très réduit, je crois. Voilà. Du coup, selon les organisateurs, il y avait 10 000 manifestants pour protester contre cette autoroute. D'après la préfecture du Tarn, ils étaient plus 5 000, voilà, en ce samedi 21 octobre, à Seix, près de Castres. Et il y en avait 2 000 qui étaient présents dans le cortège principal, voilà, qui étaient réellement là pour manifester et montrer pacifiquement et calmement leur désapprobation vis-à-vis d'une autoroute qui fait couler beaucoup d'encre aussi en ce moment, contre l'autoroute A69, contre construction de cette autoroute. Mais c'était sans compter sur les perturbateurs et les éléments les plus radicaux et violents qui étaient plus nombreux que les pacifistes, soit 2500, eux étaient simplement là pour faire du MMA avec les policiers. Voilà. Malheureusement, oui. Bon, il faudra demander à Cédric Doumbé de vous apprendre, mais bon, voilà. Après cela, rien d'étonnant lorsqu'on se penche sur les organisateurs. Aucune discrimination, mais ces éléments radicaux, c'est vrai, on peut quand même un petit peu l'affirmer ou en tout cas le légitimer par A plus B, parce que quand on regarde les organisations présentes, il y en a certaines, il y en a une en particulièrement, les Soulèvements de la Terre, qui a quand même été qualifiée par notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à prendre avec des pincettes et à faire son propre avis, bien sûr, d'éco-terroriste. Une mesure pour la dissoudre a d'ailleurs été mise en œuvre. D'autres organisations telles que la Confédération Paysanne et Extinction Rebellion Toulouse étaient présents. Pour parler un peu plus de la manifestation, le cortège s'est progressivement scindé en plusieurs groupes. Des individus se sont pris à des cimenteries au seul titre qu'elles participaient à la construction de l'autoroute. Moi, il ne faut pas cautionner ça. On est dans un pays où on a tous besoin de s'entraider. Ça sert à rien de ravager nos entreprises locales, qui plus est. 3 camions tout-pieds ont d'ailleurs été incendiés, c'est regrettable, sachant que ce sont des véhicules qui coûtent parfois des centaines de milliers d'euros. Des murs ont été tagués, ce qui n'était pas prévu selon les dires de l'organisation. Pour rappel, taguer un lieu public n'est pas vraiment autorisé, encore moins des habitants. Et donc ce qui est important à dire finalement, c'est que les organisations écologistes qui ont organisé cette manifestation
ont dit que les violences n'étaient pas prévues, ce que tu as dit, mais elles n'ont toutefois pas condamné ces violences. Et ça, on peut tous le regretter, je pense. Oui. Pour rester sur une note un poil plus joyeuse, le cortège principal, lui, a suivi son cours en bonne et due forme, un cortège agréable, bon enfant, escorté tout de même par 1600 policiers qui étaient déployés sur la zone. On le sait, en ce moment, toutes les manifestations peuvent très rapidement virer au drame, on va dire, virer en des événements relativement dangereux qui menaceraient l'ordre public, disons-le. Du coup, un cortège très conséquent de policiers était présent. C'est sans doute cela qui a fait que aussi les organisations qui n'étaient pas forcément là pour faire la manifestation de manière pacifiste étaient là aussi. Pour finir, malgré les manifestations, le gouvernement souhaite aller au bout du projet. Rappelons-le, une manifestation, même si elle regroupe des centaines de milliers de personnes, ce n'est rarement l'avis du peuple. Si vous faites le calcul, pour représenter 1% de la population française, il faudrait qu'il y ait 670 000 manifestants et ça représenterait que 1% de la population. On va passer la parole à Alan. L'Assemblée nationale rejette les motions de censure du RN et LFI et de LFI, pardon. Ça ne vous a peut-être pas loupé si vous suivez un peu la politique. La première ministre Elisabeth Borne a surmonté sans difficulté les motions de censure du Rassemblement national et de la France insoumise dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 octobre à l'Assemblée nationale. Après que Madame Borne ait recouru à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote le premier volet du budget de 2024, la motion du RN a recueilli seulement 89 voix et celle de la LFI seulement 219 voix sur les 289 nécessaires pour que le gouvernement quitte ses fonctions. Le rejet des deux motions de censure vaut l'adoption en première lecture du volet du budget 2024 portant sur les recettes du projet de loi finance. Ce volet sera donc transmis au Sénat pour examen. Un amendement retenu grâce à l'article 49 alinéa 3 proposant une fiscalité très avantageuse pour les fédérations sportives internationales, amendement qui fait polémique selon une source au sein de la FIFA. L'objectif du gouvernement est d'attirer davantage en France l'instance suprême du football mondial qui dispose d'une antenne à Paris mais dont le siège est en Suisse. Le député écologiste de Loire-Atlantique Jean-Claude Roux dénonce le cadeau fiscal de trop. La FIFA n'a pas besoin d'échapper à l'impôt. Les députés se sont attaqués à la première partie du budget de la sécurité sociale. Elle a été rejetée en commission, mais le gouvernement compte encore une fois recourir au 49.3 pour la 14e fois depuis le début de mandat de Madame Borne. Je crois qu'ils l'ont déployé d'ailleurs à l'heure où on tourne cette vidéo. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il a été déployé, mais d'ailleurs, je vais vous passer la petite info. Ça fera l'objet de ma chronique, ma prochaine chronique droit, histoire, constitution, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas Madame Borne qui détient le record de 49.3 dans la 5e République. Merci Alan. Pas encore. Pas encore. Elle est sur la bonne voie, cependant. Alors moi, j'ai repris mes fiches à l'instant que Tom m'avait volé pour vous parler de la loi emploi portée en cette fin du mois d'octobre par le gouvernement. On pensait à la NUPES à bout de souffle et Alan va vous en parler plus tard dans sa revue d'actualité avec les nombreuses dissensions qui sont apparues publiquement entre LFI et le reste des partis de gauche. Finalement, elle est encore bien présente et le PS qui avait annoncé suspendre l'ensemble de ses travaux communs avec le parti de Jean-Luc Mélenchon a annoncé mardi 24 qu'il déposerait ensemble sous peu, un recours devant le Conseil constitutionnel sur le projet de loi plein emploi porté par le gouvernement. Dans celui-ci, le gouvernement vise, à la manière de Louis de Funès dans la zizanie en 1978, le plein emploi. En effet, si la NUPES est contrainte de se réunifier, c'est que le projet est sur la bonne voie d'être accepté. En effet, députés et sénateurs sont tombés d'accord sur un même texte en commission mixte paritaire ce lundi 23 octobre, le texte final comprenant l'article décrié sur le RSA et les obligations qui seront instaurées afin de le toucher, soit de réaliser 15 heures hebdomadaires de travaux généraux, avec des exceptions et des aménagements qui sont possibles. Le texte de loi comprend de nouveau un accord sur l'accueil de la petite enfance, voulu par la majorité macroniste et la majorité au Sénat, mais rejeté toutefois à l'Assemblée nationale par le Rassemblement national, les Républicains, LFI, le groupe communiste et le groupe Lyot. Selon la commission mixte paritaire, qui je vous le rappelle réunit 7 sénateurs et 7 députés,
Le projet de loi, s'il est une dernière fois adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Dans ce texte de loi, important de savoir que Pôle emploi va changer de nom et s'appellera désormais, si le texte vient à passer toujours, France Travail. Je vais maintenant repasser la parole à Alan pour qu'il nous parle cette fois de la NUPES et de la France Insoumise. France Insoumise a demandé il y a quelques jours au PS de clarifier sa position au sein de la NUPES. Vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Luc Mélenchon a estimé qu'il est devenu clair que le point de non-retour a été franchi du côté de la gauche concernant l'avenir de la coalition qu'a formée la NUPES. Tout se passe comme si vous aviez tourné la page, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise a envoyé un courrier au Parti Socialiste pour demander des précisions sur le moratoire voté par le PS la semaine dernière, à l'heure où on tourne cette vidéo, pour suspendre sa participation à la NUPES. Pourriez-vous nous dire en quoi le moratoire se distingue d'une rupture pure et simple, puisque c'est de cette façon que nous l'avons compris, ainsi que les médias. Monsieur Manuel Bompard, député LFI et patron au sein de l'Assemblée nationale du groupe LFI, a notamment déclaré dans cette lettre, dans un courrier du coup qui est paru dans le Figaro et aussi à l'AFP. Au total, la lettre réunit 14 questions posées aux socialistes sur des sujets comme l'union de la gauche ou Jean-Luc Mélenchon. En effet, on voit apparaître depuis les positions de la France Insoumise sur le Hamas une réelle discorde et mésentente au sein de la NUPES. Les autres partis comme les Europe Écologie Les Verts ou encore le Parti communiste français ont exprimé une potentielle volonté eux aussi de diviser la gauche et l'alliance de la NUPES. Donc on va voir ce qui va se passer, mais bon, ça n'aura pas tenu longtemps. Merci beaucoup Alan. Alors qu'on accueille un quatrième participant, je sais pas si on voit à l'écran, mais il y a le chat de Tom qui est sur le plateau, enfin sur le canapé, qui nous sert de décor. Je vais maintenant vous parler de Gabriel Attal et des perturbateurs de l'hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard qui s'est tenu le 16 octobre dernier. Donc c'est notre motivation en ce moment, elle est un peu fatiguée. Oui, elle est un peu fatiguée, voilà. Alors, bon, j'espère qu'on est un petit peu plus motivé. Bon alors, allez. Vous avez tous suivi cette actualité tragique. Vendredi 13 octobre 2023, Dominique Bernard, un professeur de français de 57 ans, a été assassiné par un terroriste islamiste. 3 jours plus tard, le lundi 16 octobre 2023, un hommage lui a été rendu dans l'ensemble des écoles de France, tout comme à Samuel Paty, aussi mis à l'honneur ce jour-là, mort 3 ans plus tôt, en 2020, pour les mêmes raisons, pour ce qu'ils représentaient et parce qu'ils étaient enseignants. Pourtant, si la plupart des élèves ont respecté les temps de silence et de recueillement pour rendre hommage aux victimes, Samuel Paty et puis Dominique Bernard, et puis plus généralement à toutes les victimes du terrorisme, 500 cas perturbateurs ou contestataires ont été recensés par le ministre de l'Éducation Gabriel Attal. Selon le ministre, 183 d'entre eux, les cas les plus graves, verront leurs auteurs immédiatement exclus de leurs établissements scolaires après les vacances. Le jeune ministre en a également profité pour annoncer des mesures fortes, concrètes, comme la création de structures spécialisées permettant de sortir les élèves radicalisés des établissements scolaires. On peut dire que c'est une mesure forte, et si on prend un peu de recul, on peut voir que Gabriel Attal tient, depuis la rentrée de septembre, sa ligne directrice. Il tient bon contre vents et marées, il tient bon sur les projets de réforme qu'il porte, il s'est montré intransigeant, intraitable, sur l'interdiction du port de l'abaya début septembre, et c'est également l'attitude qu'il adopte ici pour répondre aux dérives lors des hommages. Ces dérives qui sont inacceptables, bien entendu, et donc il prend là aussi des mesures fortes, comme il faut. Enfin, c'est une bonne mesure, et je pense que l'ensemble de l'opinion publique sera d'accord avec. J'ai lu ce matin, pour tout vous dire, un article de Ouest France qui justement parlait de Gabriel Attal, un article très intéressant que vous pouvez retrouver en ligne. Justement, j'ai pas le temps de l'expliquer ici, mais qui expliquait en quoi Gabriel Attal commençait déjà à se préparer pour 2027 et les éventuelles tensions qu'il y avait entre lui et Gérald Darmanin, qui a aussi, et c'est aussi tôt, hein, on est qu'en 2023, il reste encore 4 ans avant 2027, mais Darmanin a aussi annoncé qu'il était intéressé pour les présidentielles, et donc on va suivre durant ces 4 prochaines années les différences qu'il y a entre les deux. Voilà. Cette fois, vous ne l'avez peut-être pas remarqué dans l'actualité, étant donné
qu'elles ont été éclipsées au vu du contexte international, et on le comprend aussi. Mais ce dimanche 22 octobre se tenaient des élections en Suisse. Vu que vous n'êtes pas forcément très calé sur l'organisation politique de la Suisse, et moi non plus, je vais reprendre avec vous les bases des principales formations politiques en vue de vous expliquer le positionnement de chaque parti, les valeurs qu'il porte, en même temps que je ferai les commentaires politiques sur les élections qui viennent de se tenir et quelles conséquences ces dernières vont avoir dans les prochaines années. On commence avec le parti qui est arrivé en tête ce dimanche, celui de la droite conservatrice, l'Union démocratique du centre, l'UDC. Il est présenté comme un parti anti-immigration, populiste, agrarien. Alors agrarien, c'est un parti qui défend les modes de vie traditionnels, qui défend aussi le monde rural, l'agriculture et la chasse. Il concentre aussi, ce parti de l'UDC, plusieurs autres partis, alliances de petits partis, comme le parti, et c'est pas une blague, le parti des automobilistes. Oui, il existe un parti des automobilistes en Suisse. Vous pourrez aller voir, c'est vraiment le cas, c'est pas une blague. C'est un parti, ce parti des automobilistes, qui existe depuis 1985 en Suisse. Alors, dans ce parti, l'UDC, donc une grande alliance de plusieurs partis, elle est arrivée, cette alliance, en tête dimanche, je le disais, avec 28,6% des voix, ce qui représente 62 sièges au Conseil national, l'une des deux chambres en Suisse. C'est équivalent, le Conseil national, de notre Assemblée nationale chez nous. Et c'est une progression de 9 sièges supplémentaires par rapport à avant. Le parti arrivé en deuxième position est le Parti socialiste PS, qui est orienté plus à gauche si on doit le comparer avec nos partis en France. Le PS suisse est un peu plus à gauche que le PS en France. Ils sont quand même loin derrière, il faut le dire, avec un score de 18%, totalisant 41 sièges, soit 2 de plus qu'avant. Le PS a mené une campagne axée sur les solutions pour rendre du pouvoir d'achat aux ménages face au contexte d'inflation qui sévit partout dans le monde, mais je dirais plutôt centré sur l'Europe. Cette stratégie s'est révélée payante, puisqu'ils ont réalisé de bons scores malgré tout. Troisième force politique qui se dégage de ces élections, c'est le Centre. C'est le nom du parti. C'est l'ancien parti démocrate chrétien, équivalent du Modem ou de Renaissance chez nous. Ils étaient avant la quatrième force politique, mais maintenant, ils ont fait une progression puisqu'ils sont parvenus à doubler le PLR. Ils obtiennent, donc ce parti du centre, 14,6% des voix avec 29 sièges. C'est un de plus qu'ils avaient avant. On en parlait à l'instant. En quatrième position, on retrouve le PLR, le Parti libéral radical. C'est le parti de la droite classique de la Suisse par excellence. C'est comme LR en France. C'est un parti ayant comme principal électorat une bourgeoisie des affaires. Historiquement, le PLR, c'est le parti qui a amené la Suisse au modèle de la fédération, puisqu'il faut savoir qu'avant 1848, la Suisse était une confédération. On en parlait justement avant l'émission avec Tom. Ils ont axé leur campagne sur le thème de l'immigration, mais ils se sont fait voler la vedette, si je puis dire, par l'UDC qui a eu un discours plus marqué que c'est la même histoire entre LR et le RN en France. Hein. On est habitué aussi à cela. Et donc ils se sont fait voler la vedette. Ils sont parus moins crédibles aux yeux des électeurs sur ce sujet d'immigration que l'UDC. Alors le PLR n'a pas réussi à convaincre. C'est pour ça qu'ils se retrouvent en quatrième position avec 14,4% des voix et 28 sièges. C'est seulement un de moins que le centre, mais ça fait la différence. La partie moins drôle pour eux, c'est qu'ils disposent toujours de 2 conseillers. Alors, c'est le gouvernement fédéral en Suisse, il est composé de 7 conseillers. Et donc, le PLR en avait 2 sur 7. Sauf que là, ils vont en perdre un au profit du centre qui devrait en gagner un et de bon en avoir 2. Voilà, ça passe à rien du tout. Voilà. Alors, ils sont sauvés par une tradition suisse qui fait que l'on ne change pas le conseiller avant la fin de son mandat. Donc, pour l'instant, il reste à 2 conseillers, mais ça ne devrait pas durer. Enfin, parlons des Verts qui avaient le vent en poupe ces dernières années et qui se sont littéralement ramassés, désolé pour l'expression, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, lors de ces élections. Ils ont fait un score de 9,4%. Alors, c'est pour eux la déroute. Ils perdent 5 sièges. Il est toutefois intéressant de dire que le parti écolo suisse s'est scindé en 2 en 2007 entre les Verts qui ont adopté un discours orienté très très à gauche en faisant la promotion de l'écriture inclusive. Ils s'appellent d'ailleurs les Vertes, pas les Verts. C'est intéressant. Enfin, moi j'ai rigolé quand j'ai appris ça. C'est un discours aussi woke, un peu sur la même ligne, si vous voulez, à un ordre de grandeur, que Sandrine Rousseau en France.
Alors ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette ligne politique et qui souhaitaient revenir plutôt à une ligne écologiste de centre-gauche traditionnelle ont créé, donc il y a eu une scission, ils ont créé un nouveau parti qui s'appelle les Verts libéraux. Eux, ils sont plutôt tournés vers l'entreprise et la liberté d'entreprendre, etc., tout en alliant une politique écologiste. Finissons par dire, et ce n'est pas non plus une blague, que l'UDC a repris dans sa campagne et sa communication les discours de Sandrine Rousseau sur le barbecue, qui serait, je la cite, un symbole de virilité et de masculinité. Et là, ces petites phrases ont bien servi à l'UDC, croyez-le, qui s'est aussitôt empressé de les transformer en slogans pour bien sûr les critiquer et en faire un contre-discours. Et puis bien sûr les caricaturer. Pour finir, soulignons que malgré les idées préconçues, vu que leur système, on a souvent une idée dans la tête qui est que le système suisse, vu qu'ils sont convoqués 5 fois à peu près par an aux élections, ils ont un taux de participation qui est beaucoup plus élevé qu'en France. Et en fait, c'est faux. C'est faux parce que ce dimanche, les élections en Suisse ont eu un taux de participation de 46,6%, ce qui est légèrement supérieur au taux qu'ils avaient eu en 2019, mais qui n'est pas, alors nous on fait pas mieux, hein, mais c'est pas très loin de ce qu'on fait nous, avec 39,4% par exemple en France aux dernières législatives. Accordons-nous tout de même pour dire que la moitié des électeurs suisses ne se sont pas exprimés et que l'abstention est une problématique qui se vérifie dans chaque pays, surtout en Europe, mais je pense que c'est valable dans beaucoup de pays, pas seulement en France. C'est une question qu'il faudra régler bien sûr, et il n'y a pas vraiment de solution concrète, hein. C'est toujours un peu délicat comme sujet. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, c'était une émission encore, comme d'habitude, très sympa à tourner. Alors, vous allez peut-être vous en rendre compte quand vous allez la regarder. On a changé un petit peu le format. On a fait une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. Alors ça arrivera pas tout le temps, mais c'est parce qu'on a des agendas assez chargés en ce moment. Donc, on va vous passer les détails, mais c'est pour ça que la vidéo est un petit peu moins recherchée et qu'on lit aussi beaucoup de notes, parce qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour la préparer. Voilà, donc excusez-nous, c'est un petit contretemps, mais ça n'arrivera pas. Enfin, on essaiera de s'organiser un petit peu mieux les prochaines fois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup de nous faire confiance, de nous regarder. On a eu une progression, une progression incroyable, on peut le dire, ces derniers jours. On est à près de 170 vues par jour en ce moment. Là, on vient de passer la barre des 1000 vues, barre symbolique. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur le TN Show. Merci beaucoup de nous avoir suivis.